Voilà, bonsoir tout le monde. Et bienvenue à cette nouvelle soirée de notre cycle bioéthique et nouvelles technologies. Quelle humanité préparons-nous? Et merci d'être venus aussi nombreux pour écouter Madame Thiel. Pour mémoire, nous y avons déjà accueilli Alain de Broca, Thierry Magnin, Éric Fiat, pour nous entretenir des défis posés par les révolutions du numérique et des bioingénieries. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, il y a... Je ne sais pas. Nous avons entendu comment le courant transhumaniste nous promet de vaincre toutes nos vulnérabilités. Mais au fait, notre vulnérabilité, en tant que sensibilité aux conditions de vie, ne peut être, elle, être que malédiction. Quelques indices retiennent l'attention. Le premier est de constater l'universalité de cette vulnérabilité déjà, tant dans le monde inerte que vivant. Les galaxies entrent en collision, des étoiles meurent, les reliefs s'érodent. Quant aux êtres vivants, aucun n'échappe au devoir d'évoluer et de mourir. Plus encore, l'évolution semble avoir elle-même gravé dans le marbre le principe de l'obsolescence programmée, comme on dit, dans le marbre de nos programmes génétiques et dans la dynamique des régulations biologiques. L'humain, enfin, lui qui se croyait parvenu au sommet de l'évolution et qui se croit aujourd'hui capable de maîtriser l'univers, eh bien, se surprend à être en fait le plus vulnérable, le plus exposé à l'hostile et à l'imprévisible. Car enfin, côté génétique, moins de 2% seulement de notre génome code pour les briques qui nous constituent, l'essentiel du génome s'activant à gérer notre confrontation avec le monde. Et du côté de l'esprit, nous savons combien le cerveau du nouveau-né humain est le plus immature des cerveaux de nouveau-nés, non pas tant par manque de neurones ou de connexions, puisque nous perdons la moitié de nos neurones et un grand nombre de connexions dès nos premières années. Non, c'est que notre fameux cogito se forge à partir de ce qu'aura précisément imprimé en lui l'altérité de notre environnement. Jean-Paul Sartre aurait peut-être dit l'enfer des autres, possible. Lévinas aurait peut-être dit le visage d'autrui qui nous envisage. Alors la vulnérabilité serait-elle à ce point fondatrice de notre humanité? Enfin, je terminerai là. Certains d'entre nous confessent reconnaître le Tout-Puissant dans un tout vulnérable. Alors, si l'humain est créé à cette image-là, à quelle représentation du Tout-Puissant et donc de l'humain sommes-nous invités à nous convertir? Pour nous éclairer, nous avons sollicité Madame Marie-Jo Thiel. Vous êtes médecin, philosophe, théologienne, professeure des universités à Strasbourg, directrice du Centre européen d'enseignement et de recherche en éthique, membre de l'Académie pontificale pour la vie, présidente de l'Association européenne de théologie catholique. Et vous avez participé jusqu'en 2016 au groupe européen des sciences et nouvelles technologies pour l'Union européenne. Vous avez notamment exploré la question de ces vulnérabilités à travers la production de nombreuses publications, l'animation de colloques et de conférences. Alors un grand merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda particulièrement chargé. Merci. Je ne sais pas si on entend très très bien. J'ai des doutes. On va voir, peut-être en... C'est mieux, hein. Voilà, merci. Les femmes, c'est toujours mieux. Oh là là, c'est peut-être l'augmentation, ça.
En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil et pour votre invitation. Donc, je vais essayer de parler 1 heure. Voilà, je vais essayer de, effectivement, comme j'arrive en 4e position, je ne vais pas reprendre tout ce que mes collègues, d'autant que je les connais tous, et je sais à peu près tout ce qu'ils ont pu vous dire, même si je ne les ai pas entendus ici, je les ai entendus en d'autres lieux, donc je devine un petit peu ce qu'ils ont pu vous dire. Je crois que la question de la vulnérabilité qui nous vient ce soir est un petit peu une question transversale, une question des frontières. C'est ça ce qui motive les nouvelles technologies, et c'est là, finalement, pour résumer, que le bas blesse. Alors, essayons de comprendre pourquoi et comment. Donc, ce temps, je parlerai à peu près 1 heure, et cette conférence est intitulée « Et que deviendront nos vulnérabilités ?» C'est vous qui avez donné le titre, hein, c'est ça, ou, voilà, je ne sais pas qui a donné le titre, mais alors du coup, j'ai essayé de voir un petit peu que deviendront nos vulnérabilités, mais déjà ce que c'est. Bon. D'abord, j'ai envie de vous dire, la vulnérabilité partage avec la lune, l'astre, une face claire et une face cachée. Une face d'évidence à travers laquelle nous nous voyons fragiles et une face non éclairée, mais qui en fait partie intégrante et peut-être nous révèle aussi quelque chose de nous-mêmes comme êtres humains. Si un robot devait explorer la vulnérabilité, parce qu'il est bien allé sur la Lune, hein, comme vous le savez, ce petit robot chinois, qu'est-ce qu'il nous dirait? Conformément à la manière de fonctionner des robots, il aurait sans doute fait la synthèse des écrits en relation avec le thème de la vulnérabilité trouvés sur la toile. Beaucoup de littérature blanche, brassée par des algorithmes, à l'instar de Google, mais aussi une certaine littérature grise, car ce thème de la vulnérabilité a depuis 2 ou 3 décennies fait l'objet de nombreuses études scientifiques. Et nous n'aurions pas douté, j'en suis sûre, nous n'aurions pas douté de la pertinence de l'exercice, tant l'efficience des machines, mais aussi l'imaginaire technologique qui est le nôtre, nous font croire et adhérer à la puissance de la robotique, c'est-à-dire, au final, de l'intelligence artificielle dont vos journaux sont remplis tous les jours. Mais notre questionnement à nous sur les vulnérabilités, se serait-il arrêté là avec la synthèse de notre robot? Je ne crois pas. En tant qu'être humain, fasciné par les résultats, nous n'aurions pas seulement entendu le discours du robot comme s'il était extérieur à nous, nous aurions fait une expérience de vulnérabilité. Et je dis bien, en l'écoutant, nous aurions fait une expérience de vulnérabilité au sens où nous nous serions laissés toucher par ces résultats intellectuellement, mais aussi émotionnellement. Se laisser toucher, se laisser atteindre jusque dans notre intimité, c'est précisément ce qui définit une expérience de vulnérabilité. C'est vrai que si le robot avait fait quelques pas vers nous et nous avait renversés, on peut toujours l'imaginer marcher, jusqu'à nous blesser physiquement, nous aurions aussi expérimenté une autre dimension de la vulnérabilité, beaucoup plus éprouvante, elle. Parce que si on me renverse, je risque de me casser la jambe. Celle-là, cette vulnérabilité déroutante, problématique, qui précisément a toujours et depuis toujours conduit l'humanité à vouloir trouver des solutions afin
de ne pas souffrir. Des solutions qui aujourd'hui s'appellent intelligence artificielle, robotique, technologie convergente, etc. Elles sont le fait de sociétés comme les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, etc., ou leurs équivalents chinois, mais pas seulement, car un nombre inimaginable d'entreprises s'appuient aujourd'hui sur ces technologies sans même que nous le remarquions, parce qu'on ne parle pas à chaque fois d'un robot, et puis ce n'est pas des robots Android que vous voyez vous promener à l'intérieur des usines ou des entreprises. Pour autant, c'est la même technologie. Et ces solutions sont reprises aussi, récupérées dans des courants d'idées comme l'enhancement, ce qu'on traduit encore augmentation, médecine de l'augmentation ou l'augmentation tout court, ou amélioration parfois, de discussions entre les auteurs, ce qu'on appelle aussi, et vous en avez parlé tout à l'heure, le transhumanisme, voire le post-humanisme. C'est vrai qu'une frange de plus en plus importante de la société libérale actuelle rejoint, sans en avoir claire conscience, le discours transhumaniste quand il affirme « Crois et tu seras sauvé ». Vous les reconnaissez beaucoup, cette expression. Elle fait parler d'un certain Paul de Tarse, mais elle est absolument applicable ici. Crois et tu seras sauvé. Crois et tu utiliseras les techniques et tu ne seras plus fragile ni vulnérable, voire tu ne vieilliras plus, tu ne mourras plus de maladie. Mais paradoxalement, et c'est ça ce qui nous intéresse, n'en arrive-t-on pas, sous couvert de moins de vulnérabilité, à beaucoup plus de vulnérabilité éprouvante? Pour essayer d'y voir un peu plus clair, je voudrais revenir dans un premier temps sur la question des définitions de la vulnérabilité, puis je voudrais illustrer l'ambiguïté de la plupart des réponses apportées à l'expérience de vulnérabilité avant de conclure sur une vulnérabilité indépassable, mais à gérer dans sa dimension embarrassante, problématique, en s'appuyant en particulier sur des ressources relationnelles ou spirituelles, ou encore ce qu'on appelle aujourd'hui, peut-être moins en France, mais à l'étranger certainement, ce qu'on appelle la bioéthique globale, la Global Bioethics. Vulnérabilité et fragilité et l'expérience de la vie, ce sera donc mon premier point, c'est un petit peu une question de définition, parce que quand même ce mot de vulnérabilité, c'est quoi? Alors, la vie confronte chacun à un monde complexe et périlleux, et elle représente une expérience avec des hauts, des bas, des bonnes et des mauvaises surprises, des épreuves physiques, existentielles, sociales, qui éprouvent le sujet concerné. En fait, vivre, c'est toujours expérimenter la vulnérabilité liée, en fait, c'est ce que j'insinuais tout à l'heure, liée à notre ouverture au monde. C'est ça la vulnérabilité, notre ouverture au monde et notre dépendance. À travers elle, à travers la vulnérabilité, vivre, c'est certes faire éclore, et il ne faudrait jamais l'oublier, parce que ce n'est possible que à cause de notre vulnérabilité, c'est faire éclore un dynamisme d'énergie débordante, entrer en relation, recevoir, donner de vivre, mais c'est aussi en même temps, et c'est ce en même temps qui est problématique, parce que souvent on ne retient que ça, expérimenter des fragilités, donner prise aux aléas du temps, être touché par des conflits sociopolitiques ou familiaux, etc. La vulnérabilité n'est pas tout à fait la fragilité. Est fragile quelque chose qui se brise facilement. Vous voyez, bon là j'ai un verre. Celui-là il est plutôt en plastique. Mais bon, imaginez qu'il soit en verre, je le laisse tomber, il est cassable, il est fragile. Vous voyez, c'est pas exactement la vulnérabilité.
C'est le cassable, c'est-à-dire ce qu'on peut détruire. La vie humaine est marquée par la finitude et elle peut être brisée par un accident, par un deuil, etc. La planète elle-même peut être détruite par les coups de boutoir de notre consumérisme ambiant. Elle est très fragile. Et vulnérable, le mot vulnérable, ça vient du latin vulnus. Vulnus en latin veut dire à la fois blessé et blessable. Mais l'idée de blesser, c'est pas tout à fait le cassable. Bon, vous me direz, quand on est blessé, il faut être fragile, hein, sinon on n'est pas blessé quelque part. Et vous voyez qu'il y a bien un lien entre les deux, mais c'est pas la même idée. L'être humain est vulnérable à travers son ouverture au monde, son rapport à autrui et à soi-même. Dans la santé augmentée, précisément, j'ai consacré tout un chapitre à cette situation de l'être humain où la vulnérabilité, c'est au fond la condition existentielle pour l'être humain quand il est ouvert au monde, ouvert sur une extériorité qui est du coup aussi susceptible par retour d'entrer en lui, en son intimité la plus profonde. L'être humain peut être touché, atteint, blessé, jusque dans son intégrité, tout comme il peut lui-même atteindre, toucher, blesser, positivement ou négativement, autrui. Parler de vulnérabilité, c'est considérer que l'être humain est marqué par une porosité. J'aime bien ce mot de porosité ontologique. Une porosité ontologique, des pores qui sont comme s'il n'y avait que des pores autour de moi, il y en a d'ailleurs tout plein sur la peau de chacun d'entre nous, des pores qui nous mettent en relation, qui sont des ouvertures plus ou moins grandes. Mais fondamentalement, par notre existence même, nous sommes des êtres ouverts en relation avec autrui, et autrui entre en nous par ces pores, parce que nous sommes des êtres vulnérables. Parler de vulnérabilité, c'est donc aussi considérer, dit autrement, que tout être humain est tout entier relationnel, pétri, façonné, parlé par et dans sa relation à l'autre depuis toujours. Alors, pour vivre en je, J-E, en relation avec un tu et un il, elle, l'infance, le petit de l'être humain, celui qui ne parle pas encore, a été coupé par l'arme tranchante de la parole, comme le souligne d'ailleurs au passage la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, verset 12, la parole qui coupe. Alors, elle ne nous a pas coupé dans notre chair, bien que le cordon ombilical ait été coupé, mais elle a été coupée dans sa relation fusionnelle. Il faut cette coupure. Lacan va beaucoup développer, je ne sais pas s'il y a des psychanalystes parmi vous, mais Lacan a beaucoup développé cette idée de coupure par l'arme tranchante, l'épée tranchante de la parole. Il a été séparé de la mère, il a été séparé de son origine, et c'est ce qui lui permet de vivre. Mais cette séparation, cette coupure le marque à tout jamais. Il est blessé. Il sera toujours blessé. Chacun de nous, nous sommes des blessés, portant la marque du manque comme une plaie béante qui nous rappelle à chacun que nous ne sommes pas autosuffisants. Nous ne sommes pas dans une autonomie parfaite, pour dire le grand mot de la modernité. Nous sommes ainsi, et c'est notre chance, ouverts au désir, parce qu'il nous manque l'autre, il nous manque le réel à rentrer en contact, il nous manque le monde entier. Nous sommes ainsi des blessés et des blessables, dépendants d'autrui, car définitivement ouverts et réceptifs tant à l'ami qu'à l'ennemi, tant au bienfaisant qu'au malfaisant. Mais le coup de foudre est possible
en raison de la vulnérabilité de ceux qui se découvrent amoureux. On accepte que l'autre entre en soi et on accepte d'être touché par lui ou elle. C'est bien la Saint-Valentin. Ça tombe bien. Toute relation humaine authentique s'appuie sur la vulnérabilité des êtres en présence. Sinon, on est une espèce de tour d'ivoire fermée sur nous-mêmes. On ne peut pas vivre. Donc, nous parlerons de porosité ontologique. Ontologique, c'est-à-dire liée à notre être même. Marie Garot, par exemple, dans son ouvrage Politique de la vulnérabilité de l'année dernière, parle de vulnérabilité fondamentale, liée toujours à l'être humain en tant que tel. Quelle que soit la dénomination, certains parlent encore de vulnérabilité existentielle, mais c'est toujours pour traduire ce vivre au monde de l'être humain. Cependant, selon les milieux dans lesquels on vit, selon les pathologies dont on peut souffrir, selon les relations que l'on entretient avec autrui, avec soi-même aussi, et selon l'attention ou les protections dont on bénéficie, selon les influences de l'environnement, des modes de vie plus ou moins risqués, eh bien, les pores de cette porosité peuvent s'ouvrir jusqu'à devenir éprouvants. C'est trop grand, c'est trop fort, ça fait trop mal. J'ai l'impression de n'exister plus. Source, dans ce cas, de grande fragilité. Dans une idée un peu différente, engagée dans une relation d'accompagnement forte, les pores aussi peuvent s'ouvrir sous l'effet de la compassion pour autrui, ce qui est assez différent. Mais une compassion, même si elle nous fait du bien, nous fait aussi souffrir. On souffre de la souffrance de l'autre. Cette porosité est liée, vous le voyez bien, dans son éprouvé, dans son caractère problématique ou pas, à la condition humaine. Être né tel jour à tel endroit, de tels parents, dans tel milieu, à la satisfaction ou non de besoins vitaux en nourriture, en logement, en santé, en relation, etc. Mais dans notre monde, certains pensent qu'ils peuvent boucher les passages de cette porosité en faisant un usage de la technologie qui tente de remédier à tous les manques, au moins extérieurement, ou encore en les déniant. Je m'en expliquerai un peu plus loin. Mais tenter de boucher cette ouverture au monde ou de la dénier, ne l'oublions pas, ce n'est pas encore l'enlever. Mon hypothèse est que la vulnérabilité appartient à toute existence humaine, qu'elle représente une porosité à travers laquelle chacun est exposé et qu'il faut toujours apprendre, et on n'a jamais fini d'apprendre, à assumer tout en limitant ses excès quand la vulnérabilité se fait trop grande. Ce n'est pas la technologie en tant que telle alors qui est en cause, mais la technologie, ne crachons pas sur la soupe, elle nous a apporté beaucoup de bienfaits et continue de nous en apporter beaucoup. Mais parfois, je dis bien parfois, son usage, et c'est une tendance dans le transhumanisme, mais aussi dans une certaine conception de l'augmentation, parfois son usage peut devenir réellement totalitariste et autoritaire quand il est porté par certaines idéologies libérales ou transhumanistes. L'expérience de la vulnérabilité n'est donc pas uniforme, elle est toujours vécue de manière singulière, unique au monde, à l'instar de ma souffrance, comme on dit, à nul autre pareil. Mon autonomie doit composer avec elle et partant avec les conditions de ma relation au monde et à autrui. Je ne peux m'autodéterminer selon la visée de l'autonomie qu'en tenant compte de ma condition humaine, qui n'a peut-être jamais aussi bien dit ce qu'elle est, c'est-à-dire la condition pour devenir plus humain, pour m'humaniser.
puisque tel est l'objectif de l'éthique. Je ne peux m'accomplir qu'en m'appuyant à la fois sur la vulnérabilité ontologique indépassable. Le nier serait vouloir une autonomie volontariste déconnectée du réel et déconnectée totalement d'autrui, autonomie autarcique, comme Robinson Crusoe sur son île, mais enfin c'est encore pire que ça. Et sur les modalités d'incarnation de cette vulnérabilité, c'est-à-dire sur tout ce qui la modifie, la rend plus éprouvante et finalement en fait des vulnérabilités à gérer grâce à des ressources à mobiliser, en particulier par des ressources spirituelles et relationnelles. Mon deuxième point, l'ambiguïté des réponses apportées à l'expérience de vulnérabilité. L'expérience de négativité ou de manque liée à la vulnérabilité humaine n'est pas pour autant facile à gérer. Le rapport à la précarité, à la maladie, à la finitude, à la vieillesse, à l'obsolescence programmée est ambigu. Il suscite des peurs pour soi et pour le monde dans lequel on vit, pour son travail, comme pour ses loisirs, mais aussi, en même temps, une fascination béate pour le progrès technologique, la performance inouïe des machines, des robots, des ordinateurs, de l'IA, de l'intelligence artificielle. Or, aujourd'hui, un nouveau monde semble possible avec une vie surabondante à portée de main, parce que, dit-on, il suffirait d'éliminer toutes les fragilités qui, par contraste, et c'est un premier hic, paraissent, parce qu'on sait faire beaucoup de choses, par contraste, ces fragilités, cette négativité apparaît de plus en plus noire, insupportable, dès lors qu'on aura supplanté, voire supprimé toutes les vulnérabilités. Tout ira très bien, Madame la Marquise. Tout un courant libéraliste de la société technique moderne désigne en tout cas la vulnérabilité et la fragilité comme les deux ennemis à abattre. Il affirme que tôt ou tard, la technologie aura remède à tous nos maux, la maladie, la vieillesse, voire la mort elle-même. Son objectif, endiguer toute fragilité et toute vulnérabilité en misant sur l'autonomie. Mais non pas sur l'autonomie relationnelle, mais sur l'autonomie autarcique, celle qui obéit. Non pas l'autonomie qui vise l'accomplissement du soi avec sa vulnérabilité, mais l'autonomie comme capacité, plus exactement comme obligation de choisir de s'autodéterminer en faisant le choix de l'augmentation à tous les niveaux. En d'autres termes, tu veux être autonome, c'est très bien. Mais tu veux être autonome, tu es donc responsable, tu dois choisir l'augmentation. Tu n'as pas le choix, il faut que tu soulages la société. Tu dois choisir de compter tes pas, tu dois choisir de remédier à tous les problèmes, à tous les manques, etc. On a une solution pour tout. Tu dois t'autodéterminer. La santé, mais aussi le travail, la gestion du monde et la gestion de l'environnement. Mais est-ce que c'est si simple? Est-ce que c'est possible? Et est-ce que c'est souhaitable? N'expérimentons-nous pas dès aujourd'hui un retournement de la société technique sur elle-même? Comme si une certaine hybris, c'est-à-dire une certaine démesure, avait conduit à négliger l'indépassable vulnérabilité et avait provoqué de nouvelles fragilités
de nouvelles blessures, avec un environnement pour lequel nous ne savons pas prendre les décisions qui s'imposent, préférant notre confort consumériste à la prise en compte responsable d'une planète fragile et vulnérable, avec des fractures sociales, numériques, économiques, politiques, culturelles, de plus en plus profondes, entre les sociétés, mais aussi entre humains d'une même société. Les jeunes des banlieues n'ont pas toujours les mêmes possibilités que nous, sans compter que toutes les zones où il n'y a même pas de couverture numérique. De plus en plus profondes, avec des conflits nouveaux et des conflits anciens, mais qui surgissent de nouveau, de manière nouvelle, comme la faim dans le monde, la soif, quand l'accès à la nourriture et à l'eau n'est plus possible, parce que, par exemple, les semences ont été modifiées, vous connaissez tout le débat sur les OGM, etc., je vous fais grâce des détails, et ne sont donc plus accessibles, parce que les nappes phréatiques ont été vidées par l'agriculture intensive et l'usage des pesticides qui détruisent les sols autant que la biodiversité. Jamais l'on n'avait provoqué autant de vulnérabilité et de fragilité et de tragédie. D'un côté, le leitmotiv est « Soyez autonomes, croyez à la technique, elle vous sauvera de la vulnérabilité ». Mais la technique ne laisse-t-elle pas de côté, sur le côté de la route, des millions de personnes et fait émerger, je vise pas la technique en tant que telle, mais je vise un certain usage, vous l'avez compris, de la technique. Elle fait émerger des précarités nouvelles, même parmi ceux qui, durant un temps, s'étaient laissés fasciner par l'augmentation, jusqu'à ne plus voir les personnes autour d'elles. Voilà, là encore, qu'un événement tragique les confronte à nouveau subitement à la vulnérabilité qui n'avait pas disparu. Je pense par exemple à un cancer qui se déclare. J'étais forte, je ne voyais pas, je suivais le travail, je ne connaissais que le travail, je n'avais pas de temps pour ma famille, pas de temps pour les amis, je misais sur un poste, enfin je caricature un peu, mais à peine, parce que l'entreprise vous y pousse, tout le monde vous y pousse, pour multiples raisons que je n'analyse pas ce soir. Et puis il y a subitement un cancer. Ah, et maintenant je fais quoi? C'est une expérience extrêmement commune. Je découvre subitement que, la technique là, qui m'a tellement portée jusqu'à présent, qu'est-ce qu'elle me dit? Alors, la médecine peut faire beaucoup de choses, et on ne meurt plus en général du cancer, surtout pas au premier coup. Parfois même pas au deuxième, parfois au troisième, bon, qu'importe. Mais n'empêche que, au premier coup déjà, c'est quand même un coup de massue. Je me découvre subitement vulnérable. Et nombre de gens qui ont fait des cancers se disent « mais ça a changé ma vie ». À tel point, moi je ne peux pas le dire, mais eux le disent. Le cancer, mettez des guillemets, c'est pas moi, c'était une chance dans ma vie. Une chance non pas parce que j'ai été malade, mais une chance parce que je me suis découvert vulnérable. Et du coup, j'ai découvert que j'avais un entourage, que j'avais une famille, que j'avais des enfants, que je pouvais leur parler, etc., etc. Vous voyez tout ce que nous venons de dire sur la vulnérabilité qui change une existence. Alors, cette vulnérabilité, elle est une clé. Le fondateur de la bioéthique, qui est le nom du cycle, Van Rensselaer-Potter, qui est un cancérologue, il avait compris ça dès les années 50, 60 et il l'a formalisé dans les années 70 avec un ouvrage Bioethics, A Bridge to the Future, la bioéthique comme pont vers le futur.
Pourquoi? Parce qu'il était obsédé et que son idée, quand il a fondé la bioéthique, c'était pas la procréation médicalement assistée ou la génétique, ou, etc. C'était la survie de l'espèce. La survie de l'espèce. C'est quand même intéressant de s'en rappeler. Mais on a fait un petit déni ou un grand déni dans le débat bioéthique, par exemple en France. Vous avez jamais entendu parler de ça? Voilà. Je veux dire, c'est intéressant de l'observer. Et lui n'a jamais remis en cause cette perspective. Mais il n'a pas été entendu immédiatement, j'y reviendrai un peu plus loin. Tout ça pour vous dire qu'il avait compris que l'enjeu, c'était la survie. C'était la vulnérabilité de l'espèce humaine, mais pas que, de l'espèce de tous les vivants, de la planète. Il a été beaucoup marqué. Il y a beaucoup d'ouvrages actuellement qui reviennent sur ces choses-là, qui sont assez intéressants. Et peut-être que la bioéthique globale pourrait aider à trouver une attitude plus juste dans la révolution technologique, en prenant en compte la révolution technologique, parce qu'elle est intéressante, elle nous apporte des choses positives, mais en intégrant cette idée de vulnérabilité et de globalité sans laquelle on passe à côté de l'essentiel, à mon sens. Mais à condition aussi de comprendre où le bas blesse. Alors, où le bas blesse, je retiens surtout 2 raisons parmi bien d'autres. Juste quelques mots pour, d'abord, l'humain qui n'aime pas son corps vulnérable, et deuxièmement, l'humain fasciné par les technologies de l'augmentation. Ce sont des clés pour comprendre. L'humain qui n'aime pas son corps vulnérable. Une des raisons du succès du monde de la technologie convergente, de l'intelligence artificielle, je dis toujours de l'IA, donc pardon si je dis IA de temps en temps, mais voilà, vous avez compris, ça veut dire intelligence artificielle, et de l'augmentation, tient au fait que l'être humain n'aime pas son corps, que fragilité et vulnérabilité lui apparaissent uniquement, je dis bien uniquement, et c'est là le problème, comme des freins et des menaces dont il faut se libérer. Günther Anders, vous en avez déjà entendu parler? Quelqu'un vous en a parlé un petit peu? Non? Günther Anders a écrit en 1956 un ouvrage qui s'appelle L'obsolescence programmée. Ah, c'était le mari de Hannah Arendt à un moment donné. Voilà, vous voyez, pour vous le situer un tout petit peu. Eh bien, Günther Anders disait, il écrivait, il essayait en philosophe d'analyser ce qu'il observait, et il disait que le corps humain, dans cette conjoncture technologique, s'exhibe comme, je cite, je prends pas mal de citations, hein, c'est pas moi qui parle, on est dans les années 56. Il n'y a pas encore d'internet, hein, je vous le rappelle. Il dit « Le corps est le saboteur de ses propres réussites. Non par choix délibéré, mais parce que, je cite, l'être vivant est rigide et manque de souplesse, alors que les choses mortes, comprenez les machines, sont au contraire dynamiques et libres. Ainsi, je cite, plus la détresse de l'homme producteur s'agrandit, plus il semble petit à côté de ses ouvrages, même les plus triviaux, et plus il accroît sans relâche, infatigablement, avec avidité et en proie à la panique, son admiration, tout à l'heure je parlais de fascination, son admiration d'instruments et de sous-instruments et de sous-sous-instruments. De n'être pas toujours à la hauteur, il culpabilise, il vit dans la honte, et la honte se retourne contre lui. La honte d'appartenir encore, dit-il, je cite, à la simple condition humaine. Fin de la citation. D'avoir un corps fragile et vulnérable, si discordant avec l'idéal du moi, avec les capacités de l'esprit transcendant, libre et tout-puissant. Et plus encore, et il parle ici de honte prométhéenne.
l'expression qu'on entend parfois, honte prométhéenne, vient de Günther Anders. C'est-à-dire, et il explique, je cite, la honte qui s'empare de l'homme devant l'humiliante qualité des choses qu'il a lui-même fabriquées. Vous avez compris, les choses, les machines, c'est super, mais alors nous, comme humains, c'est nul. Et voilà l'opprobre fondamental, dit-il, encore une expression à la Anders, l'humain, je cite, a honte d'être devenu plutôt que d'avoir été fabriqué. L'humain a honte d'être devenu plutôt que d'avoir été fabriqué. Parce qu'il aurait été fabriqué, il n'y aurait pas eu de défaut. Enfin, juste dans les rêves et dans l'idéal. Je n'ai pas dit qu'il fallait adhérer à ces choses. Je cite encore Anders, l'humain, refuse d'être quelque chose qui n'a pas été fabriqué. Ce n'est pas parce qu'il s'indigne d'avoir été fabriqué par d'autres, Dieu, les divinités, la nature, mais parce qu'il n'est pas fabriqué du tout et que n'ayant pas été fabriqué, il est de ce fait inférieur à ses produits. Au fond, continue Anders, je cite toujours, ce qui lui fait mal, ce qui le gêne, c'est d'exister comme un fils naturel et non comme un produit légitime, comme un être engendré et non comme un être produit, comme un homme et non pas comme un instrument de la même souche que les autres, fonctionnant avec précision, modifiable et reproductible. Fin de la citation. C'est dans les pages, à peu près, mes citations, c'est les pages 41 à 51, avec des extraits. Évidemment, cette réflexion de Anders ne résume pas toute la réalité, il ne faut pas non plus exagérer, mais c'est certainement une clé de la complexité du développement exponentiel des technologies dans notre monde contemporain, dont la pratique médicale et soignante n'est qu'un aspect. D'où vient en effet cette mésestime de soi si répandue qui conduit à baisser les bras si vite, qui amène les scientifiques à n'opposer aucune résistance aux extravagances technologiques, qui rend nos contemporains si réceptifs aux promesses, pas toujours, parce que leur fonctionnement ne fonctionne pas du tout, ça on aura peut-être l'occasion d'y revenir, aux promesses de cet étrange salut qui passe par la disparition de l'humain qui est souhaité, post-humanisme. De quoi le besoin des technologies augmentatives est-il le signe ? La société de l'augmentation et le discours transhumaniste qui met en récit les possibilités incroyables de dépassement des limites, de victoire sur le vieillissement, de mort, de colonisation de l'espace, en réponse à la crise du climat, oui, cela fascine. Et c'est le deuxième aspect, deuxième raison de ce succès, de ces conséquences. L'humain fasciné par les technologies de l'augmentation. La convergence technologique de la médecine augmentée prétend et promet de vaincre donc toute fragilité et toute vulnérabilité. Faut-il la croire? Peut-elle vraiment vaincre le cancer, la dépression, le handicap, régler le drame de la faim dans le monde, solutionner le climat, empêcher la mort? Par-delà de vraies promesses technologiques qu'il faut reconnaître, la force et la prégnance de ce monde tiennent surtout dans leurs promesses de bien-être et leur capacité persuasive appuyée sur la technologie de l'intelligence artificielle. Vous savez qu'elle a été mise au point via les ordinateurs en travaillant l'interface entre l'ordinateur et le visage humain dans ses expressions, etc. etc. Il y a le film de Philippe Borel, je ne sais pas si vous avez vu, très intéressant. On voit un robot qui mène une conversation d'embauche.
pour dire si la personne est faite ou non en fonction de tous les points que vous avez sur le visage et qui bougent plus ou moins, etc., et qui font dire au robot oui, c'est vrai, vous êtes fait pour l'emploi ou vous n'êtes pas fait pour l'emploi. C'est assez intéressant. En tout cas, ça passe par comment dire, cette prégnance, elle est en partie vraie et elle est efficace. Et aujourd'hui même, il y avait, je l'ai lu tout à l'heure dans le train en venant, c'était alors c'est dans Le Monde ou dans La Croix, c'est un des deux, parce que j'ai lu les deux. Je crois que c'est dans La Croix, une petite fille handicapée, c'était dans La Croix, voilà, et qui finalement se sauve par la relation à un robot. Je fais court, mais c'est un peu ça. C'est une petite fille qui a beaucoup de mal, elle ne parle pas, elle est handicapée, elle n'arrive pas à s'exprimer, du coup elle est mise de côté, elle s'enferme, elle est comme déniée dans son existence et dans son identité. Et puis un jour, il y a ce robot qui arrive, et ce robot, il l'écoute, il lui parle, il interagit, et finalement la petite fille revit et elle veut l'inviter à son anniversaire. Et c'est le titre de cet article. C'est très très beau. Mais en même temps, et l'article se termine d'ailleurs sur cette question, est-ce que si les humains font défaut, il faut qu'on ait recours à des robots pour qu'un enfant, des adultes, on a eu les mêmes articles à peu près il n'y a pas longtemps pour les personnes âgées en EHPAD, soient écoutés, entendus. Je dis que c'est pas rien, mais voilà, c'est une sacrée question de société. Voilà, une sacrée question qu'il y a à voir, parce qu'il ne faut pas se gargariser trop vite en disant c'est la solution. C'est ça le problème, vous voyez, que j'essaye de dénoncer. C'est quand on dit trop vite c'est la solution. Mais ça peut être part de la solution. Mais dans ce cas-là, c'est tout à fait différent. C'est un élément de la solution et non pas la solution. Je reviens à mes affaires. En tout cas, la perspective de ces technologies nouvelles, elle est séduisante, elle est rassurante. Et quelque part, c'est normal que les machines qui ne font que ça, excusez-moi, de calculer, c'est normal qu'elles soient plus puissantes que nous. Mais est-ce que je devrais me sentir minorée parce que les machines sont plus capables de calculer que moi? Non. Mais nous avons tendance à culpabiliser en disant « je ne suis pas aussi fort que la machine ». Mais nous sommes des êtres flexibles, complexes, mais nous sommes à cause de notre regard, parce que tout est question de regard. Nous sommes fascinés par ces possibilités. C'est comme un jouet nouveau entre nos mains au moment où on est dans une révolution technologique d'une portée considérable. C'est certainement aussi important que l'arrivée des voitures ou l'arrivée de l'écriture dans l'histoire de l'humanité. En tout cas, nous côtoyons ces technologies et progressivement, même si c'est très progressivement, mais quand même, sans nous rendre compte, nos attitudes changent, notre travail change, tout change. Maladie, handicap, mort ne sont plus des situations tolérables, et même pas la mort. Le malade en fin de vie est éloigné de son domicile, relégué souvent dans la solitude d'une chambre d'hôpital. On n'ose plus les toucher, on n'ose plus les voir. Les enfants en sont éloignés de ce mourant comme s'il était contagieux. Les adultes, n'ayant jamais vu mourir quelqu'un, s'en éloignent comme s'il avait la peste. La sécularisation ayant fait son œuvre, ils n'ont plus d'ailleurs ni mots, c'est même plus de leur faute, ils n'ont plus ni mots, ni rite pour dire la mort, pour se coltiner à la mort. Ils sont totalement démunis. Alors comment gérer? Mais gérer quoi? Gérer encore avec la technique? Mais la technique vous dira, non, on a un remède à tout, on a des médicaments, on a un petit peu de piqûres qui vous font passer de vie à trépas très facilement. De toute façon, ils sont en fin de vie, donc
tant qu'à faire, hein, plutôt que de se coltiner pendant des heures à voir des agonisants, non, non. De fait, l'homo technicus a le sentiment de pouvoir vaincre sa vulnérabilité et d'avoir remède à tout. Il se situe dans un rapport d'immédiateté au temps et à l'espace. Ses relations avec autrui portent toujours la marque de la superficialité et du non-engagement, car il n'a pas besoin de l'autre et il n'est pas accessible à autrui. Vous avez compris? S'il n'est pas vulnérable, il n'est pas accessible. On ne se confie pas à qui n'a pas le temps ou qui n'est pas là, qui est trop occupé, qui ne peut pas comprendre les épreuves de l'existence parce qu'il vous dira « mais t'as qu'à prendre un médicament ». Il trouve son bonheur, ou au moins une certaine satisfaction, à butiner, à virevolter, parfois à fabriquer des sports extrêmes, histoire de ressentir encore ponctuellement un corps devenu trop évanescent, voire à tomber malade, histoire de se montrer qu'on reste vivant. Et cela peut durer un certain temps, voire longtemps, voire pour toujours, tant la carapace a pu devenir épaisse. Et on en arrive à de nouvelles vulnérabilités. Car le rêve n'est pas que rêve. Il est aussi et d'abord injonction à l'autonomie responsable. J'ai esquissé tout à l'heure. C'est-à-dire injonction culpabilisante qui appelle un dépassement de la condition humaine, selon une tâche collective. Il est basé sur la conception d'un individu autonome, libre et responsable qui doit se libérer par le toujours plus loin, toujours plus fort, jusqu'à la démesure, jusqu'à l'état de stress permanent, au burn-out, parce qu'on vit au-dessus de ses capacités physiologiques. Les rythmes de vie sont dictés par la vitesse technologique, mais s'avèrent cependant délétères pour des corps biologiques limités et fragiles qui, eux, n'évoluent pas, restent figés dans la chair qui était déjà celle des aïeux. On est ainsi dans un cercle vicieux. Ce que l'on pensait faire pour lutter contre la fragilité et la vulnérabilité s'avère peut-être encore plus fragilisant, encore plus vulnérabilisant. Francesco Paolo Adorno propose ici une analyse que j'ai trouvée assez intéressante dans un ouvrage de Patrick Doha, de Franck Damour et David Doha, l'ouvrage s'appelle Le transhumanisme, il date de l'année dernière. Il est très accessible, très facile à lire, je l'ai lu en quelques heures dimanche dernier, c'est vraiment très intéressant. Et j'aime cette analyse de Adorno, que reprennent Damour et Doha. Ils disent en gros ceci: l'idéologie libérale capitaliste, je les cite, l'idéologie néolibérale capitaliste, loin de protéger et promouvoir l'autonomie individuelle comme elle le prétend que la liberté, l'autonomie, en fait, soumet en réalité les libertés au déterminisme d'un processus sans sujet, centré sur la maximisation de la performance et de la productivité. On est alors dans la rupture par rapport à l'idéal d'émancipation des Lumières, car ce type de discours de veine transhumaniste cherche seulement, au final, à adapter l'humain comme force de travail, en lui imposant des conditions, des contraintes de coexistence, de perfection et de production, plutôt que d'œuvrer à la transformation sociale, économique, politique, culturelle de la société. Adorno observe encore qu'en temps normal, les limites humaines de la fragilité et de la vulnérabilité, de la finitude, de la mortalité justifient l'arrêt, le repos, la détente ou la retraite, tout à l'inverse, dit-il, du monde libéral, de la performance capitaliste.
en voulant nous libérer de ces limites, sous prétexte de responsabilité s'imposant à l'autonomie, le discours technologique de l'augmentation prive du seul rempart et de la seule marge de liberté qu'avait encore l'individu pour se défendre de ce monde comme système biopolitico-économique englobant, mais le moderne ne s'en rend pas toujours compte. Comme le monde se transforme rapidement, constamment, il se voit donc obligé de renforcer le toujours plus et y croit, trouver une solution. Et s'il y a un vague alarme, ben voilà, on le pousse encore. Alors, c'est vrai qu'on fait le jeu de cette affaire-là. On compte ses pas, on enregistre ses données biologiques, on surveille sa nourriture selon les normes prescrites. Parce que nous vivons dans une société hautement normative. Je vous le dis, si vous n'en êtes pas encore convaincu, vous lirez le premier chapitre, vous verrez, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Si vous ne les mangez pas et que vous venez avec un infarctus, on va vous dire, mais est-ce que vous avez fait du sport? Est-ce que vous avez bougé? Est-ce que vous avez mangé 5 fruits et légumes? Est-ce que vous avez pris vos médicaments? Est-ce que vous avez... etc. etc. Voilà. En gros, une bonne couche de normativité par-dessus. Voilà. Eh ben, l'augmentation, c'est exactement ça. C'est... Voilà. Le monde des biotechnologies, lui, s'appuie donc sur une conception autarcique, libérale, par opposition à ce que j'appelle l'autonomie relationnée. Relationnée, c'est-à-dire une autonomie qui tient compte de la vulnérabilité et s'appuie sur la relation avec autrui pour se déterminer. Il ne s'agit pas que l'autre me détermine, non, quand même pas. Je crois que l'autonomie est un acquis des Lumières et doit l'être, mais ce n'est pas une autonomie où je suis dans une tour d'ivoire. C'est une autonomie que je peux ouvrir à autrui et recevoir aussi d'autrui. Mais peu à peu, les sociétés libérales se servent aussi de cette autonomie libérale, obligatoire, comme j'ai dit tout à l'heure, autarcique, pour désigner l'individu rationnel, compétent. Mais qui est réellement autonome? Alors que tout être humain est vulnérable, seul très peu de monde est vraiment autonome. Peut-être même personne. Pour vous donner un peu des exemples, parce que parfois vous devez vous dire que je fabule un peu. Ça va? Vous n'êtes pas encore mort, ça va? C'est bon, vous vivez toujours? Parce qu'on est vraiment dans un cercle vicieux. Un cas d'école du séminaire de Yale, aux États-Unis, Yale, illustre un peu cette autonomie vidée de sa consistance charnelle humaine. Mais c'est pas du tout une histoire inventée. Un SDF se présente aux urgences avec une grosse rage de dents. La dent en question n'est pas perdue, mais il appartient au SDF, dans son autonomie autarcique, contractuelle, de décider. Soit on l'arrache pour mettre fin à sa souffrance, c'est le minimum qu'impose le contrat social aux États-Unis pour faire fonctionner la société, soit on le soigne et il garde sa dent, mais il doit payer ou avoir cotisé à une assurance sociale. Il n'y a pas le système de sécurité sociale dont nous oublions parfois son importance dans notre pays. Les urgences, fait-on valoir, n'ont pas vocation à se substituer à un organisme socio-médical aux frais du contribuable pour son entretien dentaire. Ainsi, les professionnels se limitent ici à l'arrachage. Vous avez compris. Cette attitude peut paraître choquante aux Français que nous sommes. Elle est fondée sur le contrat social minimal, parfaitement légal et usuel aux États-Unis. C'est vers cela que nous fonçons dès lors que nous abandonnons l'État-providence assumant la vulnérabilité. Autre exemple, pris dans l'actualité venue de Californie en octobre 2016, qui vient chez nous à la vitesse grand V,
Stéphanie Packer, épouse et mère de 4 enfants, a été diagnostiquée avec une forme terminale de sclérodermie. On s'en fout de la maladie, elle est terminale. Hein. Bon, vous avez compris. À l'occasion, vous pouvez prendre aussi un cancer terminal, mais ce n'était pas la maladie en question pour cette dame. À l'occasion de la mise en place d'une nouvelle chimiothérapie moins toxique que la précédente, sa compagnie d'assurance, d'abord favorable, rejette la demande de prise en charge. C'est que la Californie a adopté entre-temps une loi autorisant le suicide médicalement assisté pour les patients dont le pronostic médical de survie est inférieur ou égal à 6 mois. 8 jours après la promulgation de la loi, elle lui propose donc par courrier de rembourser ce suicide. Ses médecins protestent en vain. Stéphanie Packer n'est pas la seule dans ce cas. Au moins 6 ou 7 États américains, et je crois même 8, parce que je fais plus le décompte maintenant, mais il y en a vraiment un certain nombre, ont mis en place un tel processus légal pour les patients en fin de vie. À défaut de pouvoir postuler pour un traitement, les patients finissent par accepter le suicide assisté. C'est-à-dire l'obligation, au nom de leur autonomie, de choisir la mort qu'ils ne voudraient pas. Certes, personne ne l'impose officiellement. On n'est pas dans un état totalitaire. Mais on en appelle à l'autonomie responsable du sujet qui devrait prendre conscience du bien commun et accepter de partir librement pour le bien de la société. L'État est lui-même conforté dans sa juste responsabilité. Il ne donne pas la mort. Il offre juste la possibilité de la choisir, mais de telle manière qu'elle en devienne aussitôt, contractuellement, une quasi-obligation pour les personnes en fin de vie. Quand on sait que durant leurs derniers mois de vie, toutes les études l'ont montré, les dépenses de santé d'un patient sont équivalentes à celles de toute son existence, on comprend le jeu et l'enjeu. L'économie qui ne dit pas son nom fonctionne comme le moteur invisible, mais ô combien efficace, de la politique du suicide, présentée cependant non pas comme une politique, mais comme une décision libre et autonome du sujet. Et refuser de la poser, c'est être responsable coupable contre la collectivité. La sédation profonde et continue mise en place en France en février 2016 fonctionnera sans doute, on a des retours très ambigus, au moins dans certains hôpitaux, de manière tout à fait analogue. On le sait aussi pour les Pays-Bas, et puis pour la Belgique et pour bien d'autres pays dont je n'évoquerai pas la situation. La vulnérabilité déniée, chassée par le monde des biotechnologies quand il mise sur la compréhension libérale contractuelle de l'autonomie, ne devient-elle pas alors, quand elle est réintroduite dans la compréhension de l'humain, la clé de voûte garante de la possibilité de construire son existence en tenant compte de toutes les dimensions de la vie personnelle et relationnelle. Force est de l'admettre, la reconnaissance de la place indélébile de la vulnérabilité est parfois crucifiante, douloureuse, mais essentielle, et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Je vais m'arrêter bientôt là parce que je cause maintenant 1 heure. Bon, voilà. Alors, pardon ? C'est dommage. Juste encore un tout petit mot sur... Ouais, peut-être, sur la bioéthique. Non, c'est peut-être dans le débat tout à l'heure. Juste la conclusion, parce que c'est une petite histoire. Et qu'on aime bien les histoires. Alors là, c'est plutôt une histoire en forme de parabole.
Est-ce que finalement on peut grandir en humanité à travers sa vulnérabilité? Parce que finalement c'est ça la question de fond, puisqu'elle nous fait parfois peur et en même temps elle est tellement essentielle, comme on l'a dit. Un jour, c'est une fiction, vous la connaissez peut-être même l'histoire, mais j'aime bien cette histoire. Un incendie, éclate dans la forêt. Les gens fuient, paniqués. Seul reste un aveugle et un boiteux. L'aveugle est effrayé et s'apprête à marcher droit vers les flammes, parce qu'il n'y voit rien. « Non, va pas de ce côté, hurle le boiteux, tu serais dévoré par le feu. »« Mais alors de quel côté il faut que j'aille ?» demande l'aveugle. « Écoute, je peux t'indiquer la route, répond le boiteux, mais je ne peux pas courir. Si tu me prends sur des épaules, nous pourrions nous en sortir plus rapidement et nous mettre à l'abri. » L'aveugle prit donc le boiteux sur son dos. L'angoisse de chacun retomba. L'aveugle voyait à travers les yeux du boiteux. Le boiteux courait sur les jambes de l'aveugle et les deux se sauvèrent ensemble grâce de l'interrelation pour une vulnérabilité assumée. Merci.